Nous devons nous servir de la technologie, bien sûr, mais nous devons surtout, et c'est encore plus important, trouver une sagesse qui nous permet de trouver un équilibre social et politique et créer une vie qui, demain, soit digne, acceptable et la plus égalitaire possible pour l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, cher Laurent Alexandre. Je suis sûre que vous aurez tous été passionnés. Je vais vous demander de rejoindre le salon et appeler nos autres invités pour la première table ronde. Luc Broussy, le président de France Silver Eco, Laurent Levasseur, le président de Blue Linéa. Bonjour et bienvenue, installez-vous. Je vais garder mon petit fauteuil sur le côté et vous demander de vous asseoir juste là. Merci beaucoup. Installez-vous. Ça va bien? Vous avez écouté, eu peur, été intéressé, rejeté, refusé? Comment vous avez réagi à cet exposé? On est... Emmanuel, pardon, je vous ai oublié. Au contraire, ça me fait une entrée triomphale. Non, parce que Emmanuel, on a discuté pendant l'exposé et du coup, j'ai l'impression d'avoir recueilli déjà vos impressions. Mais venez les partager avec tous, pardon. Et on vous retrouvera en plus en fin de matinée, évidemment, pour un gros round-up et vos impressions sur ces 2 jours. Excusez-moi encore. Vous nous manquiez. Oui, non, on ne vous entend pas si vous ne prenez pas le micro. Je vais être forcé de donner mon avis, c'est ça qui est difficile. Non, on ne vous entend pas si vous n'avez pas le micro. Comment? On ne vous entend pas si vous ne prenez pas le micro. Oui, donc mes blagues ne servent à rien, en fait. Voilà. Donc, en premier lieu, je voudrais, avant qu'on démarre réellement cette table ronde sur l'intelligence artificielle et le grand âge, recueillir vos impressions sur ce que vous venez d'entendre. Emmanuel, vous avez le micro, je vous écoute. Alors, on vous écoute. Moi, je suis historien de métier. Oui. Je suis prospectiviste aussi, et je dis en riant de moi-même que je suis prophète certifié, puisque j'ai prédit les fondements du système soviétique, l'affaiblissement du système américain, les révolutions du monde arabe, le fait que l'euro ne marcherait jamais, donc j'ai assuré dans ce domaine. Et honnêtement, l'exposé pour moi était parsemé de choses intéressantes, en fait. J'ai appris des choses, mais la vision cataclysmique, je veux dire, d'un futur bouleversé tout d'un coup, qu'on ne peut plus maîtriser, on ne peut plus prévoir, je vais être franc, m'a beaucoup fait rigoler, mais en tant qu'historien. Donc je préfère être direct. Les choses sont beaucoup plus lentes. Silicon Valley est un tout petit bout des États-Unis. Trump a été élu. La mortalité a recommencé à augmenter aux États-Unis. La Chine ne sera pas maître du monde parce que les déséquilibres démographiques ils sont énormes, parce que le sexe ratio, la proportion d'enfants de sexe masculin par rapport aux enfants de sexe féminin à la naissance est dévié par un retour à des pratiques archaïques qui rappellent l'infanticide d'autrefois. Il y a tellement... Il y a un truc qui était quand même profondément vrai dans l'exposé, c'était le contraste entre, comment dire, le rêve de toute puissance technologique, ça c'est vrai, le rêve est là, il n'y a pas de problème, et puis le vieillissement de la population, qui est quelque chose, d'ailleurs, que je souligne aussi en introduction de mon dernier livre. Il y avait un fort point commun, c'est que j'ai vu citer à la fin Romain Gary, au-delà de cette limite phototique des plus valables que j'ai cité, moi, dans mon exposé introductif. Je pense que le thème, avec l'âge de l'impuissance masculine, travaille beaucoup de gens, en fait, d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, l'avenir et ces crises restent quelque chose sur lequel on peut faire des prédictions. Et je suis très conscient des mutations technologiques. En tant que vieux chercheur, Internet m'a sauvé. Je peux commander des bouquins à toute vitesse. J'ai accès à des données à toute vitesse maintenant par Internet, alors que je me traînais dans des bibliothèques quand j'étais gamin. Ça me permet de faire très vite ce que je n'aurais plus la force de faire à pied. Mais au-delà de ça,
je pourrais prédire, et je vais sans doute prédire dans mon travail ultérieur, des tas de crises évidentes qu'on va devoir subir. Voilà. Très bien, on comprend. On comprend. J'ai pas dit Attendez, le contraire. vous permettez juste recueillir l'avis des professionnels du grand âge, et puis je reviens vers vous. Un petit mot, vous voulez dire? Ah, vous avez dit un mot, on ne l'a pas entendu. J'ai dit, je n'ai pas dit le contraire. Avec un micro. J'ai dit à Olivier Tête, je n'ai pas dit le contraire, je n'ai Voilà. pas dit qu'on était sur un long fleuve tranquille Emmanuel. technologique. Emmanuel, moi. Olivier, c'est mon père. J'étais un acteur de votre père aussi. Voilà. Bon, alors, les professionnels du grand âge que vous êtes, messieurs, comment vous avez entendu cette exposition? Vous y croyez? Vous trouvez ça excessif? Cette vision-là que nous a exprimée Laurent Alexandre tout à l'heure. Bon, d'abord, merci de nous dire qu'on est des professionnels du grand âge plutôt que des professionnels de l'intelligence. Pourquoi l'un n'exclut pas l'autre? Non, mais on va pouvoir justement lier les deux sujets. Moi, je commencerai par une petite anecdote, mais il ne s'en rappelle pas. Moi, j'ai rencontré une fois dans ma vie Laurent Alexandre. C'était en 2000-2001. Je venais de créer un journal papier. Et il m'avait expliqué que c'était bien, mon journal papier, mais que l'inventeur de Doctissimo me prédisait que d'ici quelques années, évidemment, tout ça n'aurait plus aucun sens et que ce serait un vestige du XXe siècle. Ce journal, il s'appelle Le Mensuel des maisons de retraite. Il vient de fêter son 20e anniversaire et ce mois-ci, son dossier, c'est sur l'intelligence artificielle, l'ubérisation et le transhumanisme. Je voulais juste faire cette petite pirouette pour montrer qu'évidemment, quand on prédit, on n'est jamais sûr d'avoir raison. En termes de valorisation. Mais attendez, parce que on débattra, mais le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est vrai que vous avez dit en introduction de votre débat que vous vouliez avoir aussi une réflexion politique sur ce sujet-là. Vous avez parfaitement raison. On est dans un pays qui, au fond, depuis quelques années, a des débats de Troisième République. C'est-à-dire on parle de république, de laïcité, enfin ce qui fait le cœur, n'est-ce pas, Emmanuel Todd, de nos débats politiques, c'est au fond la France dans l'Europe, l'Europe dans le monde, notre civilisation, la religion, la laïcité. C'est ça qui remplit le débat politique aujourd'hui. Et là, vous avez parfaitement raison. C'est que les responsables politiques, mais pas seulement en France, pas seulement en Europe, délaissent totalement la question de l'intelligence artificielle, de l'ubérisation, du transhumanisme, etc. Et donc, et c'est là où votre exposé est évidemment salutaire pour les professionnels qui sont ici, c'est qu'il faut absolument s'emparer de ces sujets. Et que les chefs d'entreprise auront sur ce sujet-là probablement un temps d'avance sur les politiques. Et qu'aujourd'hui, notre travail, c'est aussi, quand il y a des parlementaires qui viennent ici, il n'y en a pas un seul qui vous parlera de ces sujets. Et donc là, on a un manque d'avance et il faut là-dessus anticiper. Il y a une formule qui est connue, je ne sais plus à la force de dire, de la répéter, je crois que c'était la patronne du MEDEF italien, enfin peu importe. Les Américains innovent, inventent et vendent, les Chinois copient, les Européens réglementent. Mais d'une certaine manière, c'est un peu vrai, vous l'avez d'ailleurs dit. On a pris quelques décennies de retard maintenant qu'on ne pourra plus rattraper à court terme. Mais en même temps, excusez-moi d'utiliser cette expression à la mode, en même temps, heureusement qu'à un moment donné, on réfléchit, on cite des philosophes, on met quelques règles éthiques à tout cela. Oui, le premier rapport qui a été fait sur ces questions-là en 2002, remis à Clinton, parlait de l'augmentation du corps, de l'augmentation de l'intelligence artificielle, etc. Le premier rapport remis à la Commission européenne, je crois que c'était en 2006-2007, mais Dr Alexandre connaît ça mieux que moi, parlait plutôt des questions de réglementation, de quelles limites au fond. Bon. Et nous, la question qui nous est posée, elle est là aussi. On est dans ce monde médico-social où on a ces évolutions technologiques qu'il ne faut pas méconnaître. Ce serait le pire des choses. On va en parler. Et puis en même temps, on doit adapter cela à un secteur qui fait attention toujours à l'éthique, enfin oui, ce discours sanitaire et médico-social où il faut faire attention à chaque fois qu'on parle de l'humain et de la relation humaine. Et donc ça sera probablement à nous de faire cette synthèse, d'être en avant pour capter toutes ces innovations. Et c'est pour ça que ces conférences sont absolument indispensables et que le CINARPA a eu, une fois de plus,
raison de mettre ça à son programme, et qu'en même temps, eh bien, il faut que nous, on adapte toutes ces données-là à la réalité, y compris à la réalité de la façon dont les politiques perçoivent notre secteur. Combien de fois, depuis quelques années, on a eu dans n'importe quel colloque l'humain contre le robot? Oui, c'est bien votre chose, mais chez nous, c'est l'humain. Nous, on est, dans notre secteur des EHPAD, dans le secteur des EHPAD, au fond, la rencontre entre des murs et de l'humain. S'il n'y avait que de l'humain, on ne serait pas un EHPAD. Si on n'était que des murs, on serait un mouroir. Donc nous, c'est de l'humain dans des murs. Et maintenant, on a un nouveau couple. Ce n'est pas seulement humain et mur, c'est humain et robot. Et on a eu la même résistance à un moment donné, mais s'il y a des robots, ça va déshumaniser la relation. En même temps, on a fait un peu exprès, à un moment donné, et Laurent le sait, pour montrer l'avancée des nouvelles technologies, on montrait des petits R2D2 qui venaient parler avec une mamie et qui disaient bon, si c'est ça, les nouvelles technologies, c'est sûr que ce n'est pas très excitant. Bon, c'est heureusement mieux que ça. Et on dira peut-être dans une deuxième partie du débat à quel point aujourd'hui, pour rendre tout ça très concret, la question de l'intelligence artificielle devient et doit devenir une question quotidienne pour les directeurs d'EHPAD qui sont dans cette salle. Comment je vais appliquer dans mon établissement aujourd'hui et demain l'ensemble de ces progrès? Comment je vais éviter de me faire kodakiser? Kodak, c'est 7 milliards de capitalisation boursière en 2007, 7 milliards de dollars en 2007, 150 millions de dollars en 2012. Donc comment va-t-on éviter de se faire kodakiser? C'est-à-dire comment va-t-on éviter de ne pas anticiper? Par définition, la science-fiction, vous disiez, ça c'est la science-fiction. Mais la science-fiction, quand j'étais gamin, moi, et puis vous aussi, enfin certains, nos science-fiction, ça s'appelait comment? Cosmos 1999. 99, c'est il y a 20 ans. Alors, c'était 2001 Odyssée de l'espace. On va poursuivre. Et je termine juste en une phrase, juste pour conclure là-dessus, de se dire que, effectivement, le 1, il faut anticiper, il ne faut pas se faire kodakiser. Et puis, il y aura aussi le risque de se faire ubériser. C'est-à-dire à quel moment des métiers qui sont les nôtres, sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on sache quel va être le défi de demain, comment va-t-on se faire ubériser? Puisque d'une manière ou d'une autre, l'intelligence artificielle, c'est aussi les applications, les désintermédiations. Elle va forcément toucher notre secteur. Mais on ne sait pas par quelle porte ça va rentrer, par quelle fenêtre ça va se glisser. Mais ça aussi, il faut l'anticiper. Alors, Laurent Levasseur, on ne vous a pas encore entendu. Moi, j'aimerais aussi connaître votre réaction par rapport à l'exposé. En quelques mots, puis on va attaquer les... Alors, moi, je vais avoir juste 3 remarques, mais je vais commencer par 2 mots. Rafraîchissant. Ouais. Parce que ça nous permet de prendre de la hauteur, ça nous permet de nous amener à réfléchir. Et on est dans un congrès professionnel, on est tous au courant. Mais c'est important de temps en temps de se poser et de réfléchir à ces sujets. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde nos familles, quand on se regarde tous, nous avons physiologiquement 20 ans de moins que nos parents au même âge. Annie, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne veux pas le savoir. Mais moi, je sais, par exemple, que mon papa, à 40 ans, était très triste. Parce qu'il avait l'impression d'être devenu vieux. Moi, j'avoue qu'à 40 ans, j'ai fait n'importe quoi et je me prenais plutôt pour un gamin. C'est normal, on se voit tous en plus avec 12 ans de moins. Donc forcément, ce n'est pas anormal que j'ai l'impression d'avoir 33 ans depuis maintenant 15 ans. Concrètement, regardez-vous, regardez vos familles et c'est ce que nous vivons. Maintenant, si on regarde juste, et je remercie vraiment Renaud, Jean-Alain et Florence et toute l'équipe du CINERPA, on peut se poser là, donc ça fait du bien. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, dans la Silicon Valley, Emmanuel, on ne se connaît pas, mais vous avez raison, c'est juste une toute petite partie d'un tout petit pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, avec un type qui s'appelle Donald. Ils en ont 2 maintenant. Ok. Mais en attendant là-bas, quand vous y passez, vous vous apercevez que l'argent n'est plus le sujet. Ils sont tous pétés de thunes. L'argent n'est plus le sujet. Le sujet, il n'y en a plus qu'un. Et ce n'est pas Laurent qui me contredira, c'est d'éviter ce qui s'est passé au patron. C'est-à-dire d'éviter de vivre avec un cancer du pancréas pendant 15 ans en changeant de sang tous les 15 jours. C'est le genre de truc où pour nous tous, ça nous arrive, on a 2 à 3 mois d'espérance de vie.
Et aujourd'hui, dans la Silicon Valley, le sujet il est unique. Réussir à survivre. Et ça, c'est compréhensible. Et c'est ça qui est dérangeant. D'un côté, on ne s'est jamais senti aussi jeune, et de l'autre, on va finir par être rattrapé par cette horloge biologique qui fait que, passé le siècle, nos neurones peuvent commencer à dépérir, ou concrètement, on parle de plus en plus de transhumanisme, et demain, est-ce que nous devons être des Dark Vador en puissance, c'est-à-dire n'avoir conservé que la nature de notre conscience et de notre cerveau, et avoir changé d'enveloppe. Tout ça, c'est dérangeant, mais il faut à un moment ou un autre y penser. Je suis désolé, je suis un industriel, je suis patron d'une boîte commerciale. Soyez pas désolé. Mais là, c'est une opportunité importante et j'ai adoré voir les réactions de beaucoup d'entre nous, de dire tiens, pour une fois, et je remercie encore l'équipe du Cinerpa, et ouais, ça nous amène à quand même réfléchir un peu. Voilà. Alors, on va profiter de votre présence pour réfléchir davantage. Concrètement, Cash, comment l'intelligence artificielle peut influer, agir sur l'accompagnement des personnes âgées? Tout à l'heure, Avant tout, les nouvelles technologies ne sont utiles qu'à condition qu'on en transfère ça sous de valeurs d'usage, c'est-à-dire des services. Sinon, ça ne sert à rien. C'est la base. C'est aussi votre avis, Luc Broussy? Je croisais tout à l'heure un directeur d'EHPAD qui m'expliquait, alléché par le débat qui allait venir, que c'était bien de réfléchir à ce qui allait se passer dans quelques années, dans plusieurs années. Mais c'est maintenant que ça se passe. Oui. Et d'ailleurs, la configuration même du salon qui est à côté le montre. Oui. Il y a de plus en plus maintenant de start-up, d'entreprises qui évoluent dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc, le changement, c'est maintenant. Mm-hmm. La formule n'a pas toujours marché, mais... Oui. J'ajoute de l'eau au moulin à la gauchophobie de M. Alexandre. Bon, alors ça y est... Mais il y a trois aujourd'hui, hein, à mon avis, objectifs, ou trois directions dans lesquelles peut, dans un EHPAD en tout cas, s'exercer l'intelligence artificielle. La prévention. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Il y a toute une série d'outils qui permettent demain de mieux prévenir, de mieux anticiper, de la tablette contre la perte de mémoire, jusqu'à ce petit médaillon qui désormais mesure, par exemple, c'est une www, une petite start-up japonaise qui mesure le remplissage de la vessie. Voilà. Lorsque tout le monde aura ça en EHPAD, vous savez à quel moment la personne aura envie d'aller aux toilettes. Ça permet d'éviter, excusez-moi pour les marchands de couches, mais d'éviter le port trop systématique des couches. Ça permet au personnel de savoir quand intervenir. Voilà, on ne mesure pas, par définition, l'ensemble des innovations qui vont pouvoir avoir lieu, très concrètes. Ce n'est pas seulement Google, la Californie, c'est là, demain, maintenant, aujourd'hui. La prévention. Le deuxième terrain de jeu de l'intelligence artificielle, c'est totalement contradictoire avec ce qu'on peut penser, c'est le lien social. Il y a ici une start-up Familéo, mais je ne veux pas citer quelle, d'autres existent là-dedans, qui ont renforcé le lien social. Vous avez une appli, vous prenez la photo des enfants, des petits-enfants, vous l'envoyez à l'EHPAD, l'EHPAD publie un journal toutes les semaines, et la personne peut... Il y a ici des EHPAD qui le font aujourd'hui. C'est de l'intelligence artificielle, ça. Eh bien, ça renforce le lien social. Le résident, la résidente qui n'avait pas de nouvelles de sa famille une fois par mois, elle a maintenant des photos, des reportages photos toutes les semaines. Mm-hmm. Voilà l'intelligence artificielle au service du lien social, du lien familial, du renforcement du lien familial. Et puis, la troisième chose, c'est évidemment l'ergonomie. On n'a pas arrêté depuis des mois d'expliquer qu'il y avait trop peu de ratio de personnel dans les EHPAD, c'est probablement vrai, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'outils numériques, de nouveautés technologiques vont permettre aux salariés de mieux faire leur travail. Voilà. Dernière chose, et je m'arrête là, Annie Lemoine, on a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, de l'effet qu'elle va avoir en termes d'ubérisation. On ne le dit pas suffisamment. Demain, il n'y aura plus de chauffeurs routiers aux États-Unis. Demain, il n'y aura plus quasiment de chirurgiens.
Mais Laurent Alexandre a plusieurs casquettes, donc il a prévenu le risque en pouvant. Par contre, personne ne pourra faire des conférences comme Laurent Alexandre vient de le faire là. Et en revanche, comment dire, il y aura toujours des aides-soignantes. Il y aura toujours des médecins coordonnateurs en EHPAD, parce qu'il ne faut pas que de la médecine curative. Et donc, nous avons peut-être moins de chances que d'autres de se faire ubériser, parce que, paradoxalement, je m'excuse pour les DAF et experts comptables, mais enfin, il n'y aura rien de plus facile que de remplacer un expert comptable. Ce sera un peu plus compliqué de remplacer un psychomotricien ou une aide-soignante. Merci. Et Emmanuel, oui, vous voulez intervenir, ça vous fait rêver? Oui, une chose très, très importante que je voulais dire, sur laquelle je réfléchis, sur laquelle je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un fou de technologie, mais la question de la robotique dans les EHPAD m'intéresse beaucoup et peut-être une solution pas bonne, mais une solution à un problème que je me pose en général. Mais les vrais choix, c'est pas choisir entre un truc super et un truc atroce, c'est choisir entre un truc pas bien et un truc atroce. Et l'un des problèmes que doivent affronter nos sociétés, c'est que le vieillissement des populations est en train de créer des flux de richesse, d'énergie, de travail qui vont des jeunes vers les vieux maintenant. Je veux dire, Homo sapiens, dont on parlait, a réussi en consacrant plus d'énergie à ses enfants qu'à ses parents. Homo sapiens, c'était raisonnable, moral, il s'occupait de ses parents. Mais s'il n'y avait pas de bouffe, eh ben, il les laissait crever. C'était la priorité aux enfants. Et donc, là, bon, on entend beaucoup parler de problèmes de personnel, de jeunes qui ont du mal à travailler dans les EHPAD, etc. Mais quelque part, là, je veux dire, les sociétés vieillissent. Alors je crois que des sociétés comme le Japon et l'Allemagne, immigration laissée de côté, arrivent à une situation d'équilibre où l'âge à la production et l'âge à la consommation sont sur le point de s'inverser et où en fait le flux des richesses est en train de repartir vers les personnes âgées. Mais une société ne peut pas vivre comme ça. Ça pose une question d'ordre moral. C'est-à-dire qu'il faut... alors on a le choix entre la rupture systémique où c'est les vieux qui vont prendre, parce qu'une société ne peut pas vivre en consacrant la majorité de son énergie aux personnes les plus âgées. Elle n'a pas d'avenir. Et la robotique, dans ce contexte, dont je ne sais pas les développements, sur lesquels je suis incompétent, bon, c'est pas R2D2 dans des EHPAD, c'est pas un rêve, on est d'accord, c'est ce que j'appelle une mauvaise solution, mais la pire des solutions, ça serait des sociétés qui sont en modèle inversé, où les flux de richesse repartent simplement complètement vers les vieux. Ouais. Laurent Levasseur, le grand âge est à la pointe de l'innovation? Alors, nous, une petite anecdote pour commencer. Je me souviens, il y a 3-4 ans, je me présente dans un groupe d'EHPAD, Domus Vie, pour ne pas le citer, et on me rapporte les retours de l'utilisation de Faro, vous savez, la petite peluche là, robotisée. Et ils avaient fait une étude entre la même peluche à $7000 avec cette notion d'un peu robotisée, et à côté la même peluche à 50 € avait juste la tête qui remue quand on le caresse. Concrètement, les personnes âgées avaient autant de liens affectifs avec l'un que l'autre, développaient un lien affectif autant avec l'autre sous forme d'une peluche qui remue, et qu'elle soit dotée de fonctionnalités particulières ou pas, donnait à peu près le même résultat. Donc du coup, ça en disait long sur l'usage. Chez Blue Linear, on est souvent cité en exemple parce que tout simplement, on a réussi à développer du chiffre d'affaires sur un métier ou sur un marché qui se cherche encore, avec une clientèle de particuliers et d'établissements dont la plupart d'entre vous font aussi partie. Et concrètement, on n'a pas fait grand-chose. Mais par contre, sur l'IA, on a commencé à se rapprocher d'un géant, parce qu'on a regardé ce qui se passait autour de l'intelligence artificielle, oui, mais surtout autour de nouveaux usages. Moi, j'ai fait mon entrée dans le grand âge il y a 6 mois avec ce truc. Et ouais. J'ai reculé près d'1 an avant d'utiliser ce truc. Ça veut dire qu'au restaurant, vous mangiez tout ce que les voisins mangeaient? Oui, mais maintenant j'ai des lunettes, donc je fais attention. Vous assumez. Voilà, et du coup, j'ai commencé à développer une relation toute particulière avec mon assistant, c'est-à-dire Siri. Et de ce fait, j'ai compris qu'il était peut-être intéressant. Non, il était peut-être intéressant vous emmenez vers Sarah. Voilà, tout à fait. Mais concrètement,
c'est là où j'ai vu d'autres fonctionnalités. Laurent Alexandre a entièrement raison quand il dit que c'est compliqué de commander un Uber. Aujourd'hui, c'est compliqué même de trouver la bonne appli, tellement il y en a. Donc de plus en plus, on va parler à notre smartphone, oui. Parce que de plus en plus, on veut qu'il nous rende un service et on n'a plus envie. Vous savez, il y a la génération des pouces, la génération des doigts. Ben, on va être dans la génération de la parole. Et pour tous ces géants, d'ailleurs pour ces GAFA, le monde est devenu trop petit et le territoire de croissance aujourd'hui est la personne de plus de 80 ans, qui n'est pas encore nécessairement équipée. Et là, du coup, il y a un nouveau terrain, il y a un relais de croissance qui se présente. On a fait ce choix. Ouais, on a fait ce choix avec Apple. Pourquoi ? Parce qu'on a regardé ce que faisaient tous les autres GAFA et l'actualité nous le prouve aujourd'hui. C'est le seul qui n'a pas placé dans son modèle économique l'exploitation des données collectées. C'est-à-dire que tout simplement, ils n'en ont pas besoin. On achète des trucs à des prix incroyables et ça suffit à donner un équilibre financier à cette structure. Et on l'a vu avec les scandales de Facebook ou de Google dernièrement, c'est le sujet. Et deuxièmement, on a choisi une toute petite structure. Souvent on nous dit vous êtes concurrent, pas du tout. Une structure dont Laurent n'a peut-être jamais entendu parler, télégraphique, qui est toute petite, parce qu'elle nous permet de pouvoir maintenant développer, elle va nous permettre dans quelques semaines de déployer nos services sur l'actimétrie, sur le suivi et sur des niches. Alors on parle d'intelligence artificielle, on parle de moteur de règles, on parle de frais faux semblants. Quoi qu'il arrive, le plus important c'est d'y arriver. Voilà, c'est un exemple. Ouais, ouais. Vous avez ouvert la porte, on y va. Présentez-nous Sarah. Ah, Sarah. Quand on a commencé à déployer notre entreprise, on nous a pris pour des téléassisteurs. Souvent on nous a dit vous faites de la téléassistance. C'est faux. C'est simplement 12% de notre activité qui peut être assimilée à de la téléalarme ou de la téléassistance, c'est-à-dire répondre à une demande, à une urgence critique, une détresse médicale, une chute à domicile. Aujourd'hui, on accompagne plus de 27 000 personnes âgées à leur domicile et on a équipé plus de 800 de vos établissements sur ces sujets-là. Dans le reste des cas, dans un quart des cas, on accompagne en fin de compte les familles parce que les enfants de ses grands-parents nous demandent. Mon père vient de développer Parkinson, vient de déclarer Alzheimer. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps médical ne prend pas toujours le temps d'avoir une pédagogie avec les enfants, avec la famille. Ils n'y peuvent rien. Nous, c'est ce que nous remplissons aujourd'hui comme rôle avec nos psychologues salariés. Notre entreprise a pris ce visage. Et dans 6 fois sur 10, on s'est aperçu que les contacts que nous avions justement avec ces grands-parents, qu'ils soient à domicile ou en EHPAD, étaient 4 fois sur 5 liés à de l'anxiété, d'isolement, de la recherche de liens sociaux. Et c'est là où on s'est aperçu qu'on avait besoin d'aller plus loin. Et c'est là où on s'est dit que peut-être on pouvait développer un service qui s'appelle Sarah, un service d'accompagnement, de réconfort et d'assistance, pour justement avoir une espèce de grande sœur à Siri. On a déposé cette marque avec l'autorisation d'Apple Europe. En même temps, en anglais, c'est imprononçable, Sarah. Hein. donc ils cherchent encore pourquoi la question. Mais concrètement... Comment ça marche? À tout moment, une personne âgée peut dire « Dis Siri, appelle Sarah ». À tout moment, Siri appelle Sarah. On peut le faire. Mais vous allez voir, c'est à la fois quelqu'un d'humain et à la fois une centaine de phrases, une centaine d'échanges qui sont déjà mémorisés et qui s'articulent au fur et à mesure de ce qu'elle entend et de ce qu'elle perçoit. Dis Siri, appelle Sarah. Ça ne marchera pas avec ce micro. Dis Siri, appelle Sarah. J'appelle Sarah. Bonjour Laurent, c'est Sarah. Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur? Écoutez, depuis ce matin, je ne vais pas très bien. Je ne me suis pas réveillé chez moi. D'accord. J'ai l'impression que je sais à peu près où je suis, mais il y a plein de gens autour de moi. C'est bizarre. C'est vraiment. D'accord, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je vais regarder où vous vous trouvez. Hein. Juste un instant. Alors. Pour moi, vous êtes... alors, je ne localise pas exactement l'adresse, mais vous êtes au parc de la Tête d'Or à Lyon. Ah. Ça vous parle?
Ouais, je pense. Ouais. Je me suis réveillé avec un parc devant moi. Écoutez, je sais pas trop, mais on va voir ce qu'on peut faire. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez qu'on appelle votre fille Justine? Non, la dérangez pas. Je crois qu'elle est en audience ce matin. Je crois me souvenir qu'elle est avocate d'ailleurs. Tout à fait, c'est ça. Oui. Écoutez, je vais vous laisser tranquille. Je vais mieux. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Hein, appelez-nous. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Qui est Sarah? Elle a osé dire Juste, je voudrais dire qu'il joue formidablement bien le Oui, match. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est parce vrai. que si, alors là, Applaudissements, je peux vous assurer... oui, c'est vrai, ça a Non, marché. on s'en fout. Non. Oui, manifestation Non, de... non, on s'en fout quelque part parce que là, je joue avec un truc où je peux lui apprendre des mauvais réflexes. Pourquoi? Parce que j'aurais pu me moquer d'elle, j'aurais pu dire des choses, et concrètement, après, ça peut influencer le fonctionnement pour des personnes âgées qui vont pas bien et qui ont besoin. Non, mais attends, qui est Sarah? Sarah, en fin de compte, c'est un mélange à la fois un moteur de règles qui répond dans Blue Home Care, et puis si j'avais été un peu plus désorienté, un peu plus compliqué, tout de suite la main aurait été reprise par notre plateforme H24. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, l'intelligence artificielle c'est basique. Si je dis par exemple, dis Siri, je peux t'apprendre quelque chose? Vous pouvez, n'est-ce pas? Mais je peux vous assurer qu'il ne va pas comprendre ce que je vais essayer de lui apprendre. Siri n'a aucun humour. Moi, j'ai essayé, ça m'a... Non, on n'a peut-être pas le même. Mais globalement, voilà. Ça, c'est une valeur d'usage. Parenthèse, je me permets une petite incident, mais l'humour, c'est très compliqué à manier avec ces ouais, mais c'est ce qui permet d'avoir une notion de lien social. Ouais. Et vous avez vu, de temps en temps, il faut bredouiller, de temps en temps, il faut bégayer, de temps en temps, il faut dire il faut avoir l'air naturel. Mais globalement, on s'en fout. Ouais. Donc l'important, c'était de ça. Sarah fonctionne, on propose ça comme une conciergerie pour les seniors. D'accord. Ça permet de créer du lien. Et je peux vous assurer, j'ai déjà fait 3 démos ce matin. Si j'en refais encore 1 ou 2, elle va finir par appeler ma fille, quoi. Et elle aura raison. Son père semble débloqué. Et voilà. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses dont nos familles et nos clients ont besoin. Ouais. Et dans les EHPAD, avant nous, vous aviez compris que, avant tout, vous communiquiez avec les enfants de vos résidents. Et c'est avec eux que vous élaborez des stratégies ou des services, souvent bien sûr prélevés sur les comptes de leurs parents. C'est normal. Moi, j'ai pas envie que mes enfants demain supportent ces frais. Mais concrètement, je compte sur mes enfants pour, avec vous, prévoir la bonne stratégie pour s'occuper de moi, pour prendre soin de moi. Oui. Voilà. Laurent Alexandre, un mot à ce point du débat sur ce que vous venez d'entendre, ça va dans votre sens Je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit. Un petit bémol par rapport à ce qu'a dit Todd. Il faut se méfier de notre relation au fantasme de la Silicon Valley. Bien sûr que la Silicon Valley déconne souvent et que beaucoup de choses ne se passeront pas, mais c'est ce que je vous ai dit, prédire le futur est compliqué. Mais il faut qu'on arrête de se faire baiser. Donc on s'est fait complètement avoir en termes d'IA depuis 10 ans, on n'a pas vu arriver. Il ne faut pas rester dans le déni. Donc j'ai tendance à penser que la stratégie de M. Todd est raisonnable, mais il faut faire gaffe, parce que c'est ce déni de ce qui se passe là-bas qui a fait qu'on est maintenant vassalisé technologiquement. Et donc il faut qu'on soit prudent. On ne peut pas se faire baiser 10 ans de plus. On a perdu la première bataille de l'IA par connerie, par fainéantise, par mauvaise stratégie, par démission des politiques à Bruxelles et puis dans nos États-nations européens. Maintenant, il faut se réveiller. Donc je pense qu'il faut faire plus de veille technologique. Il ne faut pas trop se moquer de ce qui se passe chez les BATX et chez les GAFA. Je ne dis pas que c'est un modèle de société qu'ils nous proposent, mais en tout cas, on ne peut pas accepter notre vassalisation en souriant. Il faut peut-être se battre pour l'avenir de nos enfants. Oui, on va négocier. Droit de réponse d'Emmanuel Todd. On va négocier. Maintenant, c'est moi qui vais dire que je suis d'accord avec vous. Je ne voulais pas dire du tout que Silicon Valley n'existait pas. Je voulais dire que c'était à l'intérieur d'un ensemble américain qui était en grande difficulté, mais j'ai toujours pensé que c'est l'Amérique qui continue à innover, d'ailleurs pour des raisons de structure familiale très plastiques. De toute façon, le monde anglo-américain pilote le développement de la planète depuis le XVIIe siècle.
Et ça continue. Donc simplement maintenant, il y a une sorte de... Je crois qu'il n'y avait qu'un seul mec à la Silicon Valley, Peter Thiel, qui a soutenu Trump, mais c'est quand même Trump qui a gagné. Et voilà. Et quant à l'Europe, alors je pense qu'on va être en désaccord sur tout, mais sur le fait que l'Europe est devenue un monde de rigidité qui rate les ouvertures technologiques fondamentales, je suis complètement d'accord. Je ne pense pas qu'on donnera... ça m'étonnerait qu'on donne les mêmes raisons. Je veux dire, pour moi, l'Europe s'est fixée sur des projets idéologiques, bureaucratiques, de monnaie autoritaire qui ne fonctionnent pas. C'est comme si toute l'énergie de l'Europe s'était mise sur un truc de régulation bureaucratique et monétaire. Je parle comme un conservateur anglais, là. Ouais. Bon, donc, alors, et voilà. Donc, il n'y a pas, sur la Silicon Valley, je crois qu'on est profondément d'accord, en fait. Oh, on va rester sur cette note d'harmonie et poursuivre vers le grand âge. Non, mais votre duel, vous êtes mal placé. Vous êtes juste au milieu. Vous pouvez peut-être... Non, je suis bien. Arbitré. Je suis très bien. Moi, je voudrais qu'on revienne, enfin, qu'on aborde la question de l'éthique. Je ne sais pas si l'Europe va être finalement regarder passer les trains et être juste la gardienne de l'éthique, mais c'est drôlement important dans votre secteur, l'éthique. L'éthique et le progrès technologique. Prenons des exemples. Les bracelets électroniques, pour une personne qui a Alzheimer, qui n'a plus tout à fait son consentement, son droit de consentement. Comment ça se passe? Comment vous étudiez ces problèmes-là au regard de l'intelligence artificielle qui se développe et qui va peut-être marcher sur ces questions d'éthique? L'éthique, c'est avant tout des valeurs familiales. Et avant tout, on communique avec les familles et on essaye de percevoir entre les équipes élargies aujourd'hui qui sont à la fois sanitaires et médico-sociales et la famille, voir si on est dans un cercle de confiance. C'est avant tout ça, parce que rien n'est véritablement écrit. C'est ça. Voilà. Ouais. Luc. Oui. Non, mais je reprends le propos, mais qui a été corroboré par ce qu'on a dit là. C'est qu'au fond, tout le monde a avancé et nous, on s'est braqué, l'Europe, la France, sur l'éthique, la philosophie des Lumières, etc. Bon. Peut-être que maintenant, il faut quand même aussi avoir un peu moins de complexe. Et je parle notamment, alors dans ce secteur-là, on vient de connaître de l'éthique. Ça s'appelle le Conseil national de l'éthique qui vient de nous pondre un rapport absolument détestable d'ailleurs. Ghettoisation, maltraitance, oui, voilà, qui a fait la une du monde, que tout le monde a lu. Quand il y a trois gus irresponsables qui s'écoutent eux-mêmes et qui s'autoproclament garants de l'éthique et qui expliquent que dans les 7000 maisons de retraite en France aujourd'hui, c'est concentrationnaire et de la ghettoisation, là, l'éthique, on a envie de l'acheter à la poubelle 2 secondes, parce que ça suffit. Donc la question des nouvelles technologies, c'est que, on vient de le dire, on a été bridé peut-être à un moment donné par ces questions d'éthique, notamment dans le secteur médico-social. Enfin, il faut voir quand même dans quel secteur on est. On est dans un secteur dans lequel le secteur marchand représente 20%. Voilà. Tout le reste, c'est un secteur à but non lucratif. Et donc, c'est aussi leur jeu, y compris idéologique, de dire, de mettre toujours l'éthique en avant, pour moins mettre le marché... bon. Donc c'est aussi un débat profondément idéologique, y compris à l'intérieur du secteur sanitaire et médico-social. Donc là, maintenant, il faut foncer. Voilà. Et vraiment, j'étais hier avec une directrice qui se reconnaîtra, si elle est encore là. C'était pas son discours, hein, je caricature, mais qui disait au fond, c'est bien toutes ces nouvelles technologies, mais moi, au fond, tant que mon établissement est plein... Oui. Non, mais voilà, il y a d'une certaine manière le sentiment que la vague démographique est telle qu'il suffit de prendre son surf, d'être sur la vague, tranquillou, pendant les 20 prochaines années, on n'a pas trop de soucis à se faire. Oui. Moi, je ne crois pas à cette logique-là. Je veux dire, on peut... Vous avez entendu les odes au libéralisme de Madame de Menton hier. Les vrais libéraux, c'est ceux qui entreprennent et qui anticipent. Bon, les vrais entrepreneurs, c'est ceux qui ont un coup d'avance. Et donc, tout directeur d'EHPAD dans cette salle doit être persuadé que pour survivre, il faut avoir un coup d'avance. Le coup d'avance aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies. De quelle façon va-t-on les implanter dans les établissements et on réfléchira après, en même temps, on verra à toutes ces questions éthiques, mais ne faisons pas des questions éthiques. Une espèce de préalable poser la question. Voilà, c'est ma réponse. Ne faisons pas des questions éthiques, une espèce de préalable systématique à l'évolution des nouvelles technologies. Le débat s'appelle duo de choc. Est-ce que l'humain va marcher avec l'intelligence, va être accompagné par l'intelligence artificielle sur le plan de la formation, de l'emploi dans les maisons? Comment ça va se passer? Duo de choc, c'est pas une opposition, c'est pas contre, c'est avancer ensemble pour aller plus vite.
D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de l'ergonomie. Je pense qu'il y a toute une série de nouvelles technologies qui vont aider. Il y en a d'ailleurs ici. Oui, dans le... Nouvelles technologies. C'est pas toujours l'intelligence artificielle. Parfois, c'est quelque chose de purement mécanique. Mais il fallait juste y penser pour aider et soulager le travail de personnes dont on sait qu'elles sont particulièrement susceptibles d'accidents du travail. D'ailleurs, la question du corps, on n'a pas dit, mais tous les lecteurs du mensuel des maisons de retraite le voient, le sachent, puisqu'on a fait un petit article là-dessus, à quel point, Laurent Alexandre l'a dit, à quel point toutes ces questions-là, au milieu, il y a le corps. Le corps, au fond, toute la question presque philosophique qui se pose à chacun d'entre nous, c'est que pendant longtemps, la science a été là pour réparer le vivant, elle est là maintenant pour augmenter le vivant. Réparer le vivant, c'est le rôle du médecin. Je suis malade, on vous remet dans le droit chemin. Mais là, la question de l'augmentation, quelle limite à l'augmentation? Je fais de la chirurgie esthétique, c'est de l'augmentation. J'ai un truc qui répare ma rétine, c'est de l'augmentation. Je prévois, enfin, est-ce qu'on sait que, je crois, mais vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que 98% désormais des femmes qui savent qu'elles ont un enfant qui va être mal formé, eh bien, font une interruption volontaire de grossesse. 96%. Donc, quand la politique du pays le permet. Voilà. Là, par contre, il y a des vraies questions éthiques, plus que comment on fait de la téléassistance en établissement. Vous voyez, franchement, la question éthique, c'est le corps, comment on va traiter notre corps. Et dernière phrase, si vous me permettez, c'est en train, et je le dis à chacun, si pensez que c'est un sujet de science-fiction, on verra demain, c'est déjà rentré dans la culture populaire. Je cite 3 livres, pas seulement ceux de Laurent Alexandre, qui sont évidemment abondamment cités dans ce dossier, ainsi que le bouquin de Luc Ferry, mais 3 bouquins. Le dernier bouquin de Frédéric Beigbeder, Une vie sans fin, parle de ce sujet-là. C'est un roman. Oui, non, mais lui, le désir de reculer, de tuer la mort. C'est pas le seul. Don DeLillo, un des plus grands romanciers américains, il parle de ce sujet-là. Oui. Le dernier prix de Flore, Pierre Ducrozet, L'invention des corps, il parle de ce sujet-là. Oui. Je veux dire, il faut comprendre à quel point les questions de transhumanisme, de l'évolution du corps, de ce fantasme autour de on vivra plus longtemps, est en train d'être très ancré d'ores et déjà dans la culture populaire, dans les romans, dans les séries que vous avez cités. Luc, je suis pas d'accord avec toi. Je peux dire un mot, mais quand même, le premier livre de l'histoire de l'humanité, le livre de Gilgamesh, est Oui, déjà la recherche de l'immortalité. Ça a toujours été, c'est vrai. Luc, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que il suffit pas d'être en bonne santé pour bien vieillir. Et le vrai sujet, nous, on a la sensation de travailler pour réussir à prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Pas l'espérance de vie tout court, mais l'espérance de vie en bonne santé. Moi, quand je regarde certaines personnes, ce sont nos prototypes. Quand je vois un Gérard Brémond chez Pierre et Vacances qui a une pêche d'enfer, vous lui donnez 15 ans de moins parce que son projet, c'est Village Nature, si on lui retirait ce projet, évidemment que j'ai l'impression qu'on démarrerait un processus dont personne n'a envie. Et ça le maintient. Et ça donne une énergie d'enfer. Et quand je vois beaucoup d'entre nous qui ne nous arrêtons pas, en 45, la retraite à 65 ans, 18 mois d'espérance de vie. Aujourd'hui, la retraite à 62, 63, 65, ce que vous voulez, 30 à 40 ans devant nous. Et c'est pas raisonnable de s'arrêter. Il va falloir quand même que l'on puisse continuer à avancer. Et le vrai sujet, c'est concrètement, pour prolonger l'espérance de vie en bonne santé, ma société a failli mourir l'année dernière parce qu'on a eu du mal à se faire entendre par le ministère de la Recherche pendant 6 mois. Et on a eu gain de cause. Parce qu'enfin, on nous a reconnus et on ne nous a pas retiré tous nos crédits d'impôt recherche. Et du coup, l'entreprise s'est fait très peur. C'est juste que, il faut préserver d'accidents domestiques les personnes âgées. C'est pour ça, par exemple, qu'on commence à développer des offres avec des gens comme Télégraphique. Et 2, l'importance du lien social, se sentir vivant dans son entourage, auprès des siens. Vous allez vous apercevoir très vite que la vie professionnelle, elle était furtive. On va passer à peu près 2 fois plus de temps retraité que salarié. D'où l'importance de se dire, au fait, comment je vais retrouver ma place au sein d'une société, au sein de ma famille, de mon entourage, et comment je vais peut-être travailler différemment, contribuer différemment, parce que je passe bien évidemment sur les effets de modèle économique de nos familles pour bientôt. On est bien avec vous, c'est un sujet tellement passionnant que je suis sûre qu'on pourrait passer la matinée à parler ensemble, mais le temps file. Je vous accorde 15 secondes de pause parce que vous me l'avez demandé tellement gentiment, je ne peux pas faire autrement, mais c'est l'heure de la pause et on va devoir arrêter le débat. Pour dire aux professionnels ici, ne tombez pas non plus dans le piège qui a été celui de la téléassistance.
pas de téléassistance sans une prise en charge par un conseil départemental, etc. Là-dessus, ne commencez pas à vous dire « Ah oui, mais par qui ça va être pris en charge? Est-ce que c'est dans mon forfait soins? Est-ce que c'est ceci ?» Foncez. Il y a encore une population un petit peu solvable, capable à un moment donné de payer aussi ce type de nouvelles technologies, mais n'enfermez pas cette question dans notre carcan médico-social et dans la prise en charge par l'APA ou le forfait soins, parce que si on fait ça, on fera comme la téléassistance, 400 000 téléassistés en France, 2 millions en Grande-Bretagne. Là aussi, ça a été l'échec de la morcellisation de l'offre et de la prise en charge par des collectivités locales. Ne tombons pas dans ce piège-là. Alors, ce n'est pas fini. Tout à l'heure, on va se retrouver pour parler RGPD, intelligence artificielle et IA. Ça y est, je parle la langue RGPD et IA. Oh là là, ça me manque, c'est déshumanisé, vous voyez. C'est la pause. Jusqu'à midi, vous retrouvez Laurent Alexandre qui va signer son livre en dédicace sur le stand Synerpa. Vous pouvez continuer le parcours exposant. On se retrouve ici à midi. Merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup. On peut les applaudir.